Marion, Anthony, je vous laisse vous présenter. Oui, donc Marion Plage, je suis content manager chez Les Furets depuis un peu plus de 4 ans aujourd'hui. J'ai commencé à travailler comme journaliste web il y a à peu près 15 ans. Et ensuite, je suis devenue content manager pour des pure players, des comparateurs principalement. Et toi, Anthony? Bonjour, donc Anthony, chez Les Furets depuis 2018. Et avant ça, j'étais en agence en Grande-Bretagne et en France, dans le SEO depuis 12 ans. Ça ne te rajeunit pas. Non, on a commencé très jeune. On est toujours jeune. Et donc pour ma part, donc Nicolas Nguyen, cofondateur de CMJ. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Les Furets? Bien sûr, donc on a été créé en 2012, donc il y a 10 ans. Notre produit historique était l'assurance auto, produit d'assurance, mais essentiellement l'assurance auto. Et depuis 10 ans, on se diversifie sur tous les produits qui concernent le budget du foyer concrètement, donc les factures d'électricité, les produits financiers, etc. Donc on fait partie d'un groupe anglo-saxon et on a nos cousins britanniques qui sont les Meerkat et les Furets. Mais voilà. Des suricates, c'est ça? Oui, les Meerkat, c'est des suricates en français. Meerkat. Donc voilà, sachez qu'en France, on est plutôt Furet et donc en Angleterre, on est plutôt suricates. Hein, vous nous direz, n'hésitez pas à poser la question de pourquoi pendant la session. On n'en sait rien du tout. Non, vous n'avez rien du tout. Bon, on leur demande tous les ans, mais on ne sait pas. C'est la question piège. Et pour dire 2 mots sur CMJ, donc globalement, qu'est-ce qu'on fait? On est un logiciel pour aider les entreprises qui mènent une stratégie de contenu. Et globalement, on vous aide à créer des contenus plus performants en SEO et en moins de temps. Et donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On a plein de belles nouvelles fonctionnalités à vous montrer. Voilà, une fois que ça c'est dit, eh bien, on peut commencer l'étude de cas. Et moi, ce que j'aime bien en étude de cas, c'est regarder un peu de manière, je dirais, externe, quelques statistiques. Donc, quand on a préparé cette conf, je suis allé voir quoi? Forcément, je suis allé voir le trafic SEO des Furets, notamment à travers l'outil Ahref. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on peut voir une très belle croissance de trafic SEO, plus 73% de trafic en 12 mois, en plus sur un marché qui est très concurrentiel, on va le voir. Et également une très belle croissance de valeur de trafic CPC mensuel, puisqu'on est passé de 1 million à 1,7 million de valeur de trafic. Parce que le SEO, c'est aussi ça, c'est apporter de la valeur au business. Ce que j'ai trouvé d'autant plus intéressant, en fait, c'est le nombre de thématiques qui sont traitées. Parce qu'on connaît tous les Furets, mais on ne sait pas forcément qu'ils traitent autant de thématiques. Assurance auto, 1600 pages. Assurance moto, 700 pages. Énergie, 500 pages. Mutuelle santé, prêt immobilier, etc., etc., etc. Plein de thématiques à gérer d'un point de vue contenu. Donc ça ne doit pas être simple, mais justement, on va en parler. Et derrière, on peut voir que ces différentes thématiques apportent énormément de trafic. Par exemple, l'énergie, plus de 150 000. Assurance auto, plus de 130 000, etc., etc. Et ça, c'est tout l'enjeu. Ça va être de voir justement comment vous avez cherché ces performances. Il y a un autre point que je trouve très, très, très intéressant. En général, quand on fait une analyse concurrentielle en SEO, on va lister les domaines concurrents, mais on va juste regarder le trafic SEO au global. Sauf que, parce qu'il y a un sauf que, souvent le trafic marque, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et donc moi, j'aime bien toujours, systématiquement, comparer le trafic hors marque versus marque. Donc, je rappelle, le trafic hors marque, c'est quoi? C'est quand on se positionne sur des mots-clés génériques comme assurance auto, assurance moto, etc. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut voir, les petits animaux, le lynx, les furets sont au coude à coude, vraiment très proches. Et après, quand on regarde des marques comme Engie, qu'on connaît tous, comme la MAF, comme AXA, eh bien, on peut voir que les Furets, en trafic hors marque, est très, 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 très loin devant. Et ça, c'est notamment grâce à une super stratégie SEO, stratégie notamment de contenu. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Marion, Anthony, sur comment vous êtes allé chercher ces perfs? Donnez-nous vos secrets. Bien sûr. Pas tous. Alors effectivement, on a différents challenges chez nous. D'une part, donc, je le disais, on a été créé il y a 10 ans sur la verticale assurance. Le challenge, c'est de maintenir notre autorité sur ces verticales-là. Et ensuite, on a des nouveaux produits, de la diversification, donc les produits financiers, l'énergie. Et là, le challenge est d'arriver sur des marchés où il y a des acteurs historiques et d'arriver à se positionner le plus rapidement possible. Et sur tous les produits, on va avoir une problématique de volumétrie de contenu à produire.
En fait, comme on vous le montrait, on s'occupe d'une dizaine de produits, ce qui équivaut à mettre à jour et alimenter une dizaine de sites au final. Tout en essayant, évidemment, comme on est sur des thématiques un peu compliquées, on veut continuer à amener de l'info, pas juste à se positionner. Donc on veut conserver des contenus de qualité et on doit tenir à jour aussi régulièrement 7000 pages. Donc voilà, concrètement, c'est ça nos challenges du quotidien. Alors, quand on est arrivé avec Mario il y a 4 ans à peu près, Furet, on devait plus ou moins traiter tous les produits. Sauf qu'à un moment donné, ça fait des goulots d'étranglement, on ne peut pas tout faire. Donc on a priorisé les produits avec la direction en disant si vous voulez, soit il faut recruter 100 personnes, soit il faut orienter nos efforts. Donc les produits sont organisés par verticale, donc les véhicules, les produits financiers, la maison, la santé par exemple. Et chaque verticale a un produit prioritaire, qu'on appelle P1 en interne. Et ça nous permet de concentrer nos efforts et de prioriser ce qu'on fait. Et pour soutenir ça, on a donc un binôme en interne, SEO et contenu. Ma slide. Oui, donc en fait, on s'est organisé en interne pour chaque verticale. On a donné la responsabilité de la verticale produit à un binôme composé d'un rédacteur web et d'un expert SEO. On a fait ça parce qu'on est sur des thématiques assez compliquées. Nos produits, il faut quand même bien maîtriser la législation qui va avec, le fonctionnement, pour écrire des contenus pertinents. Donc moi j'avais besoin en interne que mes rédacteurs soient spécialistes de leurs produits. Notamment pour connaître bien la thématique, mais aussi pour connaître le type de contenu. On s'est rendu compte, par exemple, sur l'énergie, qu'on ne produit pas les mêmes types de contenus, on n'a pas les mêmes formats sur l'énergie, on va faire beaucoup de tableaux, avec des prix du kilowattheure, des comparaisons d'offres. Les produits financiers vont plus demander à développer des outils, des calculettes ou des simulateurs, alors que les produits d'assurance, c'est beaucoup de pédagogie, donc de la vidéo. Voilà. D'un point de vue SEO, la concurrence est complètement différente sur la verticale assurance auto ou sur la santé par exemple. Donc c'est bien de connaître les SERP sur chacune de ces grosses thématiques. Aussi d'un point de vue linking par exemple, les sites sont différents, les spots peuvent être différents. Donc il y a une expertise à avoir par verticale aussi d'un point de vue SEO. Donc ce binôme fonctionne plutôt bien par verticale. Donc quand vous attaquez plusieurs thématiques d'un point de vue contenu et SEO, retenez bien cette slide. Niveau organisation, c'est vraiment un point extrêmement important. Et alors quels outils du coup ? Alors on en a pas mal qui nous aident au quotidien. On n'a pas de frein chez les Furets. Si on sent qu'on a besoin d'un outil, on justifie bien auprès de la direction, on peut plus ou moins avoir ce qu'on veut, ce qui est très bien. Donc on a vraiment des outils marché connus, on en a d'autres qui ne sont pas affichés là, mais d'un point de vue technique, des outils d'analyse marché, suivi de position. On suit nos performances avec toute la clique Google, et on a aussi des outils d'aide à édito avec notamment SEMJ depuis quelques mois. Oui, on fait toutes nos optimisations en interne, donc SMJ nous aide beaucoup. Et pour la prod de nouveaux contenus, on externalise à 60% et on passe par une agence qui s'appelle DCE. Donc Looker Studio, c'est le nouveau nom de Data Studio. C'est ça, de Google. Voilà, et donc notamment nos rédacteurs en interne et notre agence nous permet de créer tout ça. On a donc 7500 pages référencées par Google. Cette année, je me suis engagée sur une prod d'une centaine de nouveaux contenus par mois, qui fait un objectif à 1200 nouveaux contenus sur le site à la fin de l'année. Et pour vous donner une idée, sur un produit historique comme l'assurance auto, on l'a vu tout à l'heure, on a environ 1650 pages, et sur un nouveau produit comme énergie qu'on traite depuis quelques années, on a 500 pages environ. Alors, quels sont vos secrets de méthodologie, justement ? Parce qu'il y en a forcément un petit peu quand même. Alors effectivement, on passe par différentes étapes quand on veut attaquer un marché, qui sont résumées par ces cases ici. Donc on s'intéresse d'une part à ce que fait la concurrence, on essaie de faire matcher ça avec nos objectifs business les Furets. Et après, une fois qu'on a une idée de ce qu'on veut faire à horizon 12 mois à peu près, on peut prioriser avec un mind map qu'on va voir juste après. On fait des projections aussi d'atteinte de position de business. Et ça nous permet de caler une roadmap édito avec brief et créer des petits briques linking selon la thématique, selon ce qu'on voit sur les SERP aussi. Donc, comme je disais, le point de départ, c'est vraiment ce que fait la concurrence. On essaie de savoir sur une thématique donnée l'évolution d'un site. Si le site d'un concurrent est bien fait, on peut crawler le site, organiser ses URL et voir sur quelle thématique. C'est une idée. Des outils marchés type Ahref ou SEMrush, avec le trafic estimé sur 12 mois, le nombre de pages indexées, etc., peut aussi donner des idées. Lorsqu'on a une idée de thématique macro, on peut tout à fait aussi, via SEMJ, identifier la typologie de contenu dans un top 5, par exemple. Est-ce que c'est des gros contenus ? Et ça, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne, on sait que sur une thématique donnée, tel concurrent a créé tel nombre de pages sur 12 mois et a obtenu tel nombre de liens sur 12 mois aussi.
On va voir après en quoi ça nous sert pour la projection. Ce que font les autres, c'est très bien. Maintenant, on ne peut pas non plus tout faire. Il faut qu'on fasse matcher ça avec nos objectifs. Donc après, on se pose des questions, nous, en tant que furets, qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce qu'on a des profils de personnes spécifiques, les jeunes, les juniors, peu importe. Et est-ce qu'on a des produits intéressants? Parce qu'on sait qu'on peut aller chercher des partenaires derrière. Donc on essaie de faire matcher ces deux-là. Se dire, bon, bah voilà un peu la to-do pour 12 mois. Étape mind map, alors on ne réinvente pas la roue, mais c'est une étape qu'on aime bien chez les furets. On ne voit rien volontairement ici. C'est un exemple énergie. Donc là, c'est un aperçu de la verticale énergie. C'est pas tout encore. Donc, comme je disais, on connaît nos grosses thématiques. Donc on a le point de départ qui est le slash énergie sur notre site. Ça part en électricité, gaz, etc. Et on voit toutes les sous-thématiques qui sont des pages catégories. Catégorie 1, 2, 3 ou 4 si on a. Et après les contenus longue traîne, donc plutôt guide, etc. À droite, c'est un petit focus sur le contrat ou les offres d'électricité, juste pour expliquer la démarche. Et en fait, on a un code couleur assez simple. Si c'est vert, c'est qu'on a déjà les pages, elles sont déjà bien organisées, il y a ce qu'il faut. Si c'est rouge-orange, il faut soit les recatégoriser, les réoptimiser. Si c'est gris, il faut les créer. On voit ici l'étendue du travail sur énergie. Et donc à quoi ça nous sert? Donc on en vient à la projection. Tout à l'heure, je parlais on sait que tel concurrent a fait tant de contenu sur 12 mois, tant de liens. C'est par expérience qu'un contenu coûte à peu près tant d'euros et pareil pour un lien. Donc ça permet de nous dire à la direction, on a besoin de tel budget pour bosser cette année et d'aller chercher, on va projeter derrière. Parce qu'évidemment, si on leur demande de l'argent, on va dire ok, mais qu'est-ce que ça génère? Donc d'un point de vue trafic, on a un petit système de projection donc à 12 mois et qui est basé sur notre point de départ. Donc c'est-à-dire que sur les thématiques qu'on voit dans un mind map, on va checker toutes nos positions de mots-clés et se dire, bon, faisons une projection à 12 mois basée sur cette position actuelle. Donc si je suis par exemple P50 sur un mot-clé, je dis qu'à horizon 12 mois, je vais être P25 par exemple. Si je suis P12, je vais être P8, si je suis P5, je vais être P2, etc. Ce qui nous donne une vision plus réaliste que de se dire, si j'étais P1 partout, voilà ce que j'irais chercher, avec un CTR classique, 30%, etc. Ce qui est très utopique parce que moi j'ai vu ça d'être P1 partout, en même temps, pendant la même période. Donc, du coup, cette méthode-là est plus pertinente. On applique à ça de la saisonnalité aussi, ce qui nous permet d'estimer le trafic qu'on peut aller chercher à 12 mois. Et ensuite, on connaît nos taux de conversion selon les types de pages, si c'est des pages d'information, business ou autre. Et ça permet de dire, si vous donnez ça en budget, on peut faire tout ça, et voilà ce qu'on peut aller chercher. Et ça, vous le faites pour chaque verticale, c'est ça? C'est pour chaque verticale. Gros focus sur les produits P1. Oui. Mais c'est un gros travail qu'on fait quasiment tous les ans. Plutôt en fin d'année pour préparer l'année d'après. C'est vers la fin du fiscal. Super. Belle roadmap à un an, quoi. Génial. Ce qu'on voulait vous montrer aussi, c'est que, ok, faut faire des contenus. On a donc la liste tous les contenus qu'on va devoir faire sur l'année. Mais l'idée, c'est que le contenu, il soit performant du début. On n'a pas tout le temps de repasser dessus. Pour ça, on passe toujours par une phase de brief. Quel que soit le type de contenu, qu'il soit produit en interne ou en externe, il a son brief. Là, c'est un exemple de brief réalisé avec SMJ. Depuis qu'on a l'outil, effectivement, ça a permis aussi d'autonomiser les équipes rédactionnelles sur cette tâche. Avant, c'est des experts SEO qui produisaient tous les briefs. Parfois, on avait des bouchons sur la chaîne de production. Les briefs n'arrivaient pas, donc les rédacteurs ne pouvaient pas travailler. Les experts SEO étaient concentrés sur des tâches plus importantes. Aujourd'hui, les rédacteurs, grâce à SMJ, en tout cas l'outil de génération de briefs de SMJ, peuvent se faire leur propre brief. Voilà, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. C'est toujours intéressant pour le rédacteur de commencer son contenu du début. Donc là, dès que vous produisez un contenu, il y a systématiquement un brief en amont, notamment pour améliorer la performance SEO des qui cadre le plan, qui cadre les mots-clés sur lesquels qu'on va aller chercher. La longueur des contenus aussi, si on ne cadre pas ça, on se retrouve surtout en externalisant, on se retrouve avec des contenus beaucoup trop longs ou beaucoup trop courts. On décide dès le départ la structure des HN, etc. pour bien cadrer. Ouais. Donc après, il n'y a qu'à écrire. Là, on a un exemple. Là, voilà, c'est exactement. C'est un exemple d'un nouveau contenu qui a été bien briefé, et bien cadré du début. On voit que dès il a quand même une belle perf sur 3 mois, 4 mois du début. Voilà. Et donc ça, c'est un point important, notamment de bien mesurer derrière la perf des contenus. Notamment tout l'enjeu, c'est quand on fait des dizaines, des centaines, voire des milliers de contenus, c'est combien de pourcents de ces contenus arrivent à se positionner sur Google et à capter du trafic. Donc le brief est une manière de...
Et alors justement, du coup, vous disiez à la fois créer des nouveaux contenus, mais aussi optimiser de l'existant, sachant que vous avez quand même pas mal de contenus existants, à 7000 pages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'optimisation de l'existant ? Oui, alors à peu près, on optimise une 30aine de pages par mois, tout produit confondu. Ça va du petit coup de refresh typiquement sur des pages de saisonnalité comme là, les équipements auto obligatoires en montagne. Tous les ans, cette page, elle a son petit coup de refresh au mois de novembre. Mais ça peut aller aussi jusqu'à l'optimisation des grandes pages business. Donc là, ça peut aller jusqu'à l'ajout de plusieurs paragraphes de plusieurs milliers de mots. Quand on priorise nos optis, ça va être les pages business évidemment, les pages en perte de position aussi, et toutes les pages qui nécessitent une mise à jour d'actu quand la législation change ou qu'il s'est passé quelque chose de nouveau. Voilà, et ça c'est l'exemple qu'on utilise. On utilise aussi beaucoup CMJ pour ça. L'outil est quand même assez ludique. Et ça aussi, c'est encore un exemple d'autonomisation des équipes rédactionnelles sur cette tâche, qui est le choix des pages à optimiser. L'outil nous montre assez facilement comment on peut prioriser nos optimisations. Il suffit de faire un ratio entre un contenu qui a un content score bas, qui a un volume de requête élevé, un potentiel de clic élevé. Et grâce à l'outil, l'équipe édito arrive à se faire ses plannings d'optimisation rapidement. Ouais, parce que j'imagine quand vous avez 7000 pages existantes, vous pouvez pas tout optimiser, il faut choisir ses combats. Non, nos experts SEO nous faisaient évidemment ces listes d'optimisation, mais eux, ça leur demandait du temps. On avait des grands fichiers Excel qui étaient périmés au bout d'un mois. Donc là, on est en temps réel sur les optimisations. Parce que techniquement, 30 optimisations par mois, ça fait plus ou moins 360 par an, donc ça fait 5% des pages en fait. Il faut bien choisir ses combats. Ouais, c'est ça. Exactement. Intéressant. Et là, voilà, c'est un exemple de reco de la part de CMJ. Donc là, ce contenu avait un content score de 69. On voit on voit très facilement ce qu'il faut ajouter. Notamment, là, on avait un petit ajout de combien coûte une assurance voiture électrique. C'est notre page assurer une voiture électrique. Voilà, il nous a suffi de rajouter un tableau avec les prix d'une assurance voiture électrique. On voit très facilement comment optimiser le contenu pour le rendre plus performant. Sujet tendance en plus. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, cette même page, le content score est passé de 69 à 94. Et on le voit très nettement, à partir de la date d'optimisation, la page a gagné 6 positions en 3 mois. Elle fait 500 de trafic mensuel. Ouais. Elle est en première position. Oui. Nice. Joli content score. En juillet 2022, je sais plus. Bravo aux équipes pour le content score. Donc au global. Ouais, au global, donc on travaille avec SMJ depuis pas très longtemps, ça fait 6 mois. Donc on a travaillé à peu près 160 contenus. Pas sur tous les produits, sinon il y en aurait beaucoup plus. Et on voit clairement, alors ce qui est très facile dans l'outil, c'est qu'on peut suivre, basé sur les clics de la Search Console, les performances. Et on voit la performance d'année en année, notamment en septembre, on a fait 60%, ce qui est très positif. Donc ça nous aide aussi à montrer à la direction, regardez, on a travaillé tous ces contenus-là, et voilà ce que ça a donné. Oui, parce que j'imagine, une fois que vous avez les enjeux les budgets contenus SEO, il faut aussi montrer derrière le ROI à la direction, quoi. Je sens un grand rire. Si on veut le budget de l'année prochaine, oui. D'accord, c'est important. Ok, et sur la partie du coup création de nouveaux contenus, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on prend l'exemple d'énergie, parce qu'on a vu l'exemple du MyMap tout à l'heure. Il faut savoir que l'énergie, nous, c'est un produit qui a été... les premières pages ont été lancées un peu avant que Marion et moi je ne sais plus comment on dit ça. Bref, ça fait à peu près 4 ans, été 2018. Et on a eu quelques pages qui ont vivoté, parce que c'était un produit un petit peu test pour les furets. Mais concrètement, ça fait vraiment 2 ans à peu près qu'on travaille ce produit-là. On prend quand même la fourchette de 4 ans. Donc on l'a vu, c'est un produit prio 1 pour nous. Donc c'est un produit sur lequel on a fait tous les process, la concurrence, le map. Donc en 4 ans, on a créé un peu plus de 500 contenus avec des thématiques sur les fournisseurs, électricité et gaz, donc les marques sont très importantes sur l'énergie. Si le marché est compliqué, on peut dire qu'on est... Belle année sur l'énergie. Mais bon, c'est une opportunité pour nous parce que le jour où le marché reprend, on est là quand les gens vont pouvoir comparaître. Donc les marques, les fournisseurs et des thématiques génériques pour aider les gens sur les compteurs, les contrats, etc. Donc là, on parle de contenu plutôt texte avec organisation, donc le mind map, le maillage interne qui va avec. Au-delà du texte, on a aussi, sur certaines thématiques, mis l'accent sur la fameuse intention ou satisfaire ce que les gens recherchent. Donc si quelqu'un cherche les heures creuses, heures pleines,
Ils ne cherchent pas forcément à se prendre 3000 mots à lire, mais on a développé quelques outils qui donnent facilement une réponse assez ludique. Et là-dessus, par exemple. Et avec les années aussi, il y a du linking sur l'énergie qui est une niche assez confidentielle. On a plus ou moins 700 domaines sur la verticale énergie, donc gaz, électricité, etc. Ça, je trouve ça ultra intéressant. Hein. Les furets, on attaque une nouvelle thématique. Là, il y a un peu deux gros résumés. Hein. Bim, 500 contenus, bim, 700 domaines référents, c'est parti. Ouais, alors 500 contenus sur 4 ans, alors c'est un peu plus parce qu'on l'a fait sur 2 ans, mais sur 4 ans, c'est grosso modo 2-3 à la semaine. Demain, vous attaquez une nouvelle thématique, vous savez ce qui reste. Là, on voit un screenshot de la href. Donc, je vous disais, été 2018, ça a un peu vivoté avec quelques pages, et on a commencé à accélérer, et on voit une corrélation entre les contenus créés, positionnés, et du coup le trafic qui va avec. Donc, on est aujourd'hui à peu près 150 000 visites mensuelles sur l'énergie. Et là, ce qui est très intéressant, hein, on voit en jaune, c'est le nombre de pages organiques, et donc en orange, le trafic organique à href. Et donc, on voit cette belle corrélation entre le nombre de contenus produits sur le segment, la verticale énergie, et au final, le trafic. Super intéressant. Et là, pareil, c'est l'exemple. Oui, on crée 500 contenus parce qu'on s'empêche pas de filer la thématique, on s'empêche pas de couvrir tout le champ sémantique. On fait pas que les pages business quand on se lance sur une thématique. On va chercher les autres thématiques, même s'il n'y a pas un objectif de conversion immédiat sur ces contenus. On vous a montré cet exemple parce qu'il fonctionne bien. Quand mon expert SEO énergie, qui est là devant, m'a dit qu'il va falloir qu'on fasse une quarantaine de guides sur la consommation électrique des appareils du quotidien, genre le frigo, la plaque de cuisson. Je lui ai dit, alors ça fait beaucoup de contenu, on est sûr de ça, parce que c'est quand même assez décorrélé de comparer les fournisseurs d'énergie. Et aujourd'hui, ces contenus font partie des pages les plus consultées du site. Ils marchent très très bien. Bon, l'actu aide, mais ils marchent très très bien. Et du coup, voilà, c'était une très bonne idée de développer cette thématique notamment. Parce que même si ces contenus-là ne font pas forcément du business direct, de comparer les offres, ça reste une exposition à la marque Les Furets, ça reste un support en maillage interne vers le business, etc. Donc c'est pas négligé. Ça reste du trafic sur le site. Et voilà, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que produire pour produire, c'est pas très pertinent. Donc CMJ nous aide aussi à suivre la performance de tous nos nouveaux contenus. Là, typiquement, on se rend compte que sur Énergie, 91% de nos nouveaux contenus captent du trafic. On ne regrette pas d'avoir développé certaines thématiques. C'est une très belle performance, 91% Ouais. pour info. Nous, en moyenne, quand on échange avec des prospects, systématiquement, on analyse le pourcentage en fait, de contenu qui capte du trafic. Il faut savoir qu'à href, il y a une grande étude qui dit que seulement 9% des contenus sur le web se positionnent et captent du trafic. Nous, chez les prospects, souvent, sur les contenus édito, on remarque c'est vers les 20-30%. Sachez-le. Potentiellement, vous faites 100 contenus, vous en avez seulement 20 ou 30 qui se positionnent Google. Il faut l'avoir. On a vu l'exemple d'énergie, on s'approche toutes les étapes. On a aussi des produits de T2, on ne les pas. Là, c'est un exemple sur la verticale produit financier avec le rachat de crédit. Et donc, CMJ, c'est un outil qui nous aide aussi sur ce genre de produit. On doit faire pas mal de choses avec peu de temps. Donc, là, concrètement, on s'est dit sur le rachat de crédit, quel nouveau contenu on pourrait faire. Donc, il y a une section d'idées de contenu sur la CMJ qui est plutôt bien faite. Et en un coup d'œil, on peut tout de suite voir les contenus concurrents qui fonctionnent plutôt bien. On voit tout de suite des thématiques qui peuvent venir, donc une notion de calculette par exemple, une notion de rentabilité, ce genre de choses. Ça permet en très peu de temps d'avoir des idées de contenu sur un sujet, ensuite d'organiser sa roadmap sur un produit comme celui-ci. On peut facilement créer un planning aussi via l'outil. Donc honnêtement, cet outil-là nous fait gagner du temps. C'est des choses qu'on faisait avant à la mano. Et surtout, typiquement des produits, on nous dit il faut les bosser. En SEO, on ne peut pas les abandonner. Mais on veut qu'ils marchent, mais n'y passez pas trop de temps. Okay. Donc là, typiquement avec CMJ, là, on a sorti un planning de 85 nouveaux contenus à créer, ce qui représente une roadmap de 5-6 mois chez nous, donc en 2 jours. Parce que de mémoire, si vous préparez vos roadmaps bien à l'avance de contenu. Pour les P1, pour les produits prioritaires, un peu moins pour nos produits P2. Il faut quand même continuer à travailler dessus. Au minimum des roadmaps trimestriels, c'est ça? Ouais. Planning éditorial, minimum 3 mois à l'avance. Pourquoi d'ailleurs préparer à l'avance?
Quels sont les avantages? Pour que les équipes soient autonomes, elles aient une vision de ce qu'elles ont à faire, pour expliquer à notre direction ce qu'on va faire aussi, et puis pour externaliser. L'agence d'externalisation a besoin d'avoir une vision sur ce qu'on a, nos besoins pour les prochains mois. Planifier, anticiper pour mieux régner. Et là, on a un petit contre-exemple en termes de, je vous parlais tout à l'heure, de priorité business, ce que fait la concurrence. Si on prend l'exemple de la voiture électrique, par exemple, c'est un sujet qu'on a identifié il y a 2-3 ans à peu près, parce que les volumes de recherche commençaient à venir, etc. Sauf que nous, d'un point de vue business, on n'avait pas de partenaire derrière. C'est-à-dire que les gens cliquaient sur obtenir un devis, il n'y avait pas d'assureur pour les voitures électriques. Donc la direction était moyennement motivée pour qu'on attaque ce sujet. On l'a quand même un peu fait. Ce sont des rebelles, sachez-le. Non, mais il ne faut pas hésiter parfois, lorsqu'on voit des tendances de recherche qui commencent à venir, à se dire faisons quand même un peu de contenu dessus. Le SEO, ça peut être relativement long à se positionner. Donc aujourd'hui, on est plutôt pas mal, on l'a vu sur la voiture électrique. Ce qui maintenant nous ramène beaucoup de trafic parce que c'est un sujet d'actualité. Et ce qui nous a permis, d'un point de vue business, d'aller chercher maintenant des partenaires. Si vous avez une voiture électrique, allez comparer chez nous. Vous trouverez des assureurs pour votre voiture. Ouais, je pense que vous avez tous le même problème, mais voilà, on passe notre temps à expliquer à notre direction que le SEO est un levier long et que si on veut être positionné dans 6 mois, il faut qu'on commence maintenant. Et pareil, en termes d'autres exemples, quand le SEO crée le produit, pareil, on avait créé une page assurance camping-car. Derrière, on n'a pas d'assureur qui assure les camping-cars. Donc, effectivement, il y avait un effet déceptif de la part des clients. On avait beaucoup de messages de gens qui nous disaient il n'y a pas de camping-car dans votre tunnel. Et la page faisait beaucoup de trafic. C'est nous qui avons amené cette page au produit en leur disant faut qu'on ait un produit derrière puisqu'on a du trafic. En plus, ils avaient une idée exacte du trafic qu'ils allaient faire puisque la page marche aussi dans ce sens. Oui, comme quoi le SEO permet de lancer des nouveaux produits. Ça, c'est vraiment top. Donc vous produisez énormément de contenu, hein, on a dit 1200 par an, quasiment 400 optimisations de contenu existants aussi par an. Pour la partie analyse, suivi, comment ça se passe justement? Alors on a pas mal d'outils. Donc au quotidien on check nos positions, donc pour l'instant on utilise SEMrush. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé nos sets de mots-clés par vertical. Donc on a un set de mots-clés sur la science auto, sur l'énergie, sur la santé. Et on suit au quotidien la performance de ces mots-clés-là qu'on a organisé par sous-thématique. Système de tag qui est bien fait sur SEMrush qui permet de voir par catégorie du coup l'évolution. On a ça au quotidien. Si on voit des alertes, on creuse un peu. Est-ce qu'on arrive à identifier certaines pages qui sont responsables pour des variations? À la semaine, on a d'un point de vue technique, on utilise OnCrawl, donc qui a sa fonction de crawl hebdo, donc crawl over crawl, je crois que ça s'appelle, qui permet de comparer à la semaine s'il y a des variations de soudainement des 404 qui arrivent ou un maillage interne qui aurait évolué. Donc ça permet aussi d'identifier des tickets à faire si besoin derrière pour les équipes. Et enfin, d'un point de vue mensuel, donc on a des dashboards sur Looker Studio qui nous montrent, là c'est l'exemple énergie, sur une verticale, toutes les sources de trafic, SEO, si on en fait, etc. Donc tout ça pour chaque verticale. Et Marion aussi a des dashboards pour les contenus, le top 6 des actus. Ouais, pour voir les sujets qui marchent et les développer. Et d'ailleurs, le SEO, là, on le voit en courbe bleue là, sur le Data Studio, ça représente c'est le bleu. Quelle part de trafic Alors au global, sur les furets, on est à 60% en moyenne. Donc ça nous aide quand on doit aller chercher un budget, c'est sûr. Mais voilà, là, on a une grosse part de trafic. Donc le gros levier d'expérience en agence, le SEO était toujours un petit peu la dernière roue la dernière ligne budgétaire, hein, le handicap, pour se connaître. Les furets, c'est complètement différent, c'est vraiment un gros enjeu, donc très important pour l'entreprise. Et d'ailleurs, vous avez des conseils à donner pour aider à évangéliser / convaincre la direction que le SEO c'est important, justement? Faire des tests. Tout ce qu'on vous montre, c'est des trucs qu'on a testés un peu dans leur dos et faut que ça marche. Ceux qui marchent pas, on leur montre pas et leur montrer que ça marche. Non, mais c'est surtout on part souvent dans notre opinion, on se dit que tout le monde comprend ce qu'on fait, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Mais rien que de faire des rappels de OK, on peut faire du payant, du SEO, ce qu'on veut. Le budget, on n'est plus là. Le SEO, c'est pas tout de suite, mais si on investit un peu dessus, à long terme, on peut être là et ça peut se maintenir. Donc, sur le moyen long terme, c'est quand même moins cher et tout est complémentaire. Et en tout cas, pour moi, c'est montré par l'exemple. Aujourd'hui, il y a des outils qui facilitent beaucoup de travail, que ce soit des Ahrefs ou autres, des SEMJ sur certaines thématiques. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'aller montrer, voilà, telle thématique, c'est recherché tant de fois, voilà ce qu'il faut aller chercher, etc. Pour vraiment amener ces idées-là. Ouais, Anthony fait beaucoup de pédagogie. La direction, mais aussi le produit, les développeurs, toute la tech
qui, parce qu'ils sont devs, pensent qu'ils connaissent le SEO, donc tendance à challenger les décisions, mais on en discute avec eux. Voilà, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Je crois qu'il y a une conférence ce soir là-dessus. Sur la... Tout à fait. Martin Split, comment embarquer les techs dans les SEO. Et en conclusion, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner ? Alors, nous, notre expérience chez les Furets, c'est des avis personnels, mais c'est ce qu'on a pu constater. On dirait que internaliser les équipes SEO content, chez nous, ça a été vraiment important. On passe par des agences, on externalise des tâches, mais on est sur des thématiques, on le voyait un peu compliquées. On a besoin de bonnes connaissances du produit. Et un prestataire aussi compétent qu'il soit et aussi impliqué qu'il soit, il n'aura jamais la connaissance produit qu'ont les équipes en interne qui travaillent tous les jours dessus. Ou la flexibilité aussi. Ouais, la direction dit on arrête ça, on se met là-dessus. Ouais. C'est compliqué avec un prestat d'être flexible. Exactement. Rendre autonome l'équipe édito, vous me l'avez entendu dire plusieurs fois pendant la présentation, mais c'est hyper important, d'une parce que c'est plus valorisant pour les rédacteurs qui font des tâches, d'autres tâches, et surtout ça fait gagner du temps aux équipes SEO qui, elles, peuvent se consacrer à des tâches à plus de valeur ajoutée. On fait beaucoup ça chez nous, on fait beaucoup de formations communes à l'équipe SEO Content, qui était d'ailleurs une seule équipe avant. On se forme mutuellement sur plein de choses, les équipes SEO nous ont fait monter en compétences, et nous on les sensibilise à l'édito. Qui est un gros enjeu du moment, on va pas se mentir. Et voilà, et filer la longue traîne, pareil, vous nous l'avez entendu dire plusieurs fois, c'est bien de se positionner, aller chercher les pages business évidemment pour commencer, mais c'est là où tout le monde se positionne, c'est là que tout le monde essaye d'aller chercher. Faut pas hésiter à développer les thématiques. La longue traîne, c'est surtout des sujets qui nous permettent de répondre aux questions des clients, de faire de la pédagogie sur nos produits, de traiter l'actu, et d'un point de vue purement SEO, ça nous permet de faire du maillage interne. C'est toujours du trafic sur le site, c'est toujours une exposition à notre marque, même si derrière les taux de conversion sont pas ceux qu'on attend. Enfin, voilà, faut pas hésiter. Super. Et alors du coup, quelles sont les perspectives pour l'année prochaine ? Alors, il y en a deux types. Ce qui est externe, donc le marché évidemment, nous on a un comparateur, donc forcément on dépend du marché. On le voit en ce moment avec l'énergie, c'est un peu compliqué. La voiture, c'est pareil. Les gens achètent des voitures, les gens n'achètent pas. Donc, d'un point de vue assurance auto, nous, on subit ça, entre guillemets. On a des nouveaux acteurs aussi qui arrivent. Donc, on l'a vu, on fait face à des comparateurs comme le Lynx, des assureurs historiques comme la MAF, par exemple. On a des nouveaux acteurs, des InsurTech, des FinTech qui arrivent aussi, qui sont des marques très digitales, qui sont assez performantes d'un point de vue sur les internets. Ça, c'est vraiment ce qui va nous concerner sur les années à venir. D'un point de vue plutôt SEO, contenu, l'impact de l'IA, tous ces contenus automatisés, que ce soit texte ou même visuel d'ailleurs, je pense que c'est des choses qu'on va regarder aussi d'un point de vue déjà concurrentiel. Est-ce que nos concurrents vont s'y mettre ? Comment Google va gérer ça aussi, si soudainement on se retrouve avec une vague de contenu assez rapide de par cette technologie. Et après en interne, on a un gros morceau chez nous qui est un changement de CMS. Voilà, ça va nous prendre quelques mois encore. Et sinon, pour s'adapter à ces challenges externes, c'est vraiment, on l'a vu, nos challenges du début, conserver notre leadership et l'asseoir sur des nouvelles thématiques. Et rester agile et pouvoir s'adapter à ces changements externes. Donc l'année prochaine, migration. Alors c'est en cours. C'est en cours. Ça a démarré il y a quelques mois. Bon, si ça se passe bien, on fera une conf pour la 9e édition de We Love SEO sur la migration alors. C'est très intéressant ça, juste avant. Ouais. Bon, on croise les doigts pour que ça se passe bien alors. Et je crois que vous aviez une petite annonce d'ailleurs. Oui, donc on recrute. On cherche un expert ou une experte SEO. Donc si ce que vous avez vu ce matin vous intéresse, les process, comment on fonctionne, etc. Si on n'a pas l'air trop... Voilà, on recrute, n'hésitez pas, c'est en cours. Donc, si vous avez cette fibre à la fois les mains dedans opérationnelles, mais un peu vision stratégique, des bonnes connaissances, on et off-site. Et que vous aimez les after-work. Ouais, voilà. On notera le 4e point qui a l'air extrêmement important. Ça peut être sans alcool. Mais voilà, en tout cas chez les Furets, on travaille beaucoup avec tout le monde. Nous, dans l'équipe marketing, et on travaille avec les produits, les devs, etc. Et voilà, donc je voulais juste en profiter, parce qu'on a au premier rang certains d'entre nous, donc on a le binôme énergie d'ailleurs, qui est derrière quand même tout le boulot qu'on a vu là, donc Anna et Aurélien. Et on a aussi Hugo, qui, pour la petite histoire, était dans l'équipe de Marion, au contenu, c'est un journaliste à la base. Tellement bien monté en compétence sur le SEO qu'il a fini. Et qui est maintenant venu dans l'équipe SEO. Donc ça montre vraiment la collaboration entre les deux équipes. Bravo. Donc, et on a, maintenant, Marion, tu essaies de piquer des SEO vers l'édito. Ouais, mais ils écrivent pas très bien les. Ah. Voilà, dommage. voilà, super. Merci à eux et merci à nous.
Donc, un grand merci à vous pour ce partage. D'ailleurs, je propose que pour les questions, peut-être les équipes Les Furets, vous montiez sur scène. Vous êtes venus à plusieurs. Alors Hugo va être courbaturé, il s'est fait un marathon dimanche, donc... Venez. Allez, lève-toi. On voit la team Furet. En combien, Hugo ? Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, je vais prendre des questions. Allez. Bonjour Samuel, je suis dans le secteur de l'énergie justement comme freelance SEO chez un grand acteur en Belgique. J'avais juste une petite question, est-ce que vous avez du mal à vous positionner justement par rapport à une marque comme Engie, vous avez montré tout à l'heure, qui est spécialisée que dans l'énergie, alors que vous avez un site internet qui fait multi-produits. Comment ça se passe en termes de positionnement pour ces problématiques-là ? En fait, moi, du coup, je travaille avec Aurélien. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé tout un pendant de marque parce qu'en fait, quand je suis arrivée chez Les Furets, on parlait pas du tout de la marque. Mais au final, quand on est sur l'énergie, on est obligé de parler des comparateurs, on est obligé de parler de la non-trade et on est obligé de faire des tableaux, des choses qui vraiment sont au cœur des préoccupations. Donc, c'est toute une stratégie qu'on a développée au niveau des marques et on a priorisé des stratégies de long-train de la marque plus des termes associés des Ngram et on a déroulé toute une série là-dessus qui représente au moins 200 contenus sur une année. Donc c'est une grosse volumétrie. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça demande aussi beaucoup d'actualisation sur ces sujets-là et qu'il faut aussi tenir compte de la bande passante. Là, on n'est que deux à travailler, plus l'aide, comme disait Marion, de DCE. Donc, il y a aussi des choix prioritaires éditoriaux. Mais on arrive à se positionner sur des termes long train, par exemple, prix kilowattheure NJ, ou des termes, ce qu'on appelle battle NJ versus EDF, des choses comme ça. On arrive à se positionner parce que justement, on a des contenus qui sont complètement au cœur de la marque, enfin, au cœur de l'intention de recherche. Oui, mais en fait, nous, on a une prise de parole qui est légitime et que j'ai demandé à ce qu'on légitimise. On reste sur un contenu, pareil, quand même, bienveillant et informatif et qualitatif. Voilà. Merci. On va prendre une autre question. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis responsable SEO chez The Fork et super conférence. C'est hyper beau de voir cette cohabitation avec le contenu et le SEO. Et je me demandais quelle était votre relation avec les équipes produits, notamment dans une logique d'optimisation de conversion. Tous les AB tests CRO qui peuvent lancer, parce que j'imagine que ça impacte aussi la structure de vos pages. Alors il faut mettre le call to action ici, pas ici, de telle couleur. Et vu que vous êtes au marketing et peut-être moins en proximité avec le produit, je me demandais comment ça fonctionnait chez vous. Alors c'est un très bon point parce que paradoxalement, en fait, on a les équipes delivery, tout ce qui est produit, dev, etc. qui sont organisés entre eux. Donc ils sont organisés par des squads, donc il y a une squad d'acquisition, une squad conversion, etc. Nous, nos marketing, il y a des process de priorisation, tickets Jira, etc. Et par contre, ce point-là est très intéressant parce que, je disais paradoxalement, même si on est full en ligne, on n'a pas de bureau physique comme Nerto par exemple. Et c'est vrai que ce sujet de conversion des landings, c'est un sujet qui commence à venir progressivement. Il y a eu beaucoup d'efforts sur les tunnels, une fois qu'on l'a cliqué justement sur un bouton. Et nous, effectivement, on a nécessité là de dire, ok, le delivery est très concentré sur les tunnels, mais il faut aussi penser aux landing pages en elles-mêmes. Le SIA, ils ont leur propre landing, donc eux, ils font leur truc. Donc ça, c'est un sujet qui commence à venir depuis quelques mois, avec notamment la réorganisation des équipes delivery, avec une part acquisition, une part conversion. Pour l'instant, c'est... Mais ces sujets-là sont venus de nous, en fait. Tu dis, effectivement, toi, tu pars du principe que l'équipe produit gère ça. Oui. Et en fait, à la base, c'est assez venu de nous quand il se passait plus rien. On se disait, mais il y a peut-être un sujet sur le template, enfin, sur les pages. Parce qu'un cas de figure qui vient souvent, c'est il y a une baisse de business sur tel produit. Par exemple, j'ai ma conversion qui baisse sur l'énergie.
vient de Google, les gens arrivent sur la page, ils cliquent sur un bouton, ils rentrent dans un tunnel, etc. Donc la conversion elle est toute à la fin. Nous, il y a quand même un boulot de dire il peut y avoir différentes étapes qui sont responsables de cette baisse. Donc identifier quelle page, identifier pourquoi. Donc on a commencé à mettre en place des outils justement de visualisation de clics, etc. Donc c'est assez récent, ça fait 5-6 mois que ça commence. Mais on a une équipe UX, on a une équipe produit, nos équipes, et effectivement c'est ce genre de sujet qui tombe un peu au milieu. Genre, qui s'occupe de ça? Un peu comme la webper. Autre sujet. Voilà, mais oui, le produit a repris la main dessus. On a encore le temps pour une ou deux questions. Bonjour à tous, merci pour la conférence. François Xavier, du coup je suis freelance à SEO et c'est plus une question par curiosité. Pourquoi Alors, site comme le vôtre Eh ben, très bonne question. Pourquoi? À la base, on est sur du WordPress, sauf que, en fait, à l'œil nu, ça se voit pas, mais chaque verticale est un WordPress différent. Et chaque sous-partie d'un produit, donc si je prends l'énergie, les guides énergie, c'est un WordPress. Les actus énergie, c'est un WordPress. Sur Auto, pareil. Donc en fait, on a actuellement, je sais pas, une cinquantaine, une 70 WordPress qui sont en multisite, en fait, qui viennent d'un historique, ça fait 10 ans que ça a été fait comme ça. Et sauf que ça a généré quoi? Ça a généré beaucoup des demandes de tickets pour parfois changer des trucs qui sont aujourd'hui paraissent anodins. On s'est dit, si on pouvait changer un truc en une fois qui s'applique à toutes les pages, ce serait quand même génial. Ça ferait gagner du temps pour nous, ça ferait gagner du temps aux équipes dev qui passeraient leur temps à faire autre chose. Donc voilà, le constat est venu de là. On a une galaxie de multisites qu'il faut harmoniser. Et voilà, donc c'est ce projet qu'on a actuellement. Allez, une toute dernière question. Ouais, au fond. Qu'on a directement le titre de la conf, comment migrer 50 WordPress vers un WordPress. Non, mais c'est pas WordPress. Si ça se passe bien, on peut faire un truc dans 1 an et demi. Bonjour Amandine, j'ai une question par rapport au maillage interne en fait. Parce que là vous travaillez votre contenu. Est-ce que vous avez une politique justement de maillage interne pour repérer les articles qui ont une bonne fréquentation, vous pourrez renvoyer un petit peu vers d'autres. Comment vous travaillez votre maillage? Oui, alors un exemple sur l'assurance auto, donc produit historique, 1600 pages, etc. Donc, avec les années, il y a eu beaucoup de rédacteurs aussi, en interne ou externe, qui n'étaient pas forcément familiers avec le maillage et le SEO. Donc il y a eu beaucoup d'historique de contenu avec 25 liens sur une page, etc. Donc on a fait une grosse repasse là-dessus. Et dans les grandes lignes, notre approche, c'est maillage parent-enfant tout le temps. Tête de pont, catégorie, sous-catégorie et contenu long trend. Pour s'assurer que chaque page est soutenue, se soutient mutuellement. Pardon. Et après, on essaie de faire du transverse sur des thématiques précises. Après, je ne sais pas si Anna a un exemple sur l'énergie. Donc, en fait, je vais compléter un petit peu. On fait du maillage transverse quand on a identifié, comme tu dis, l'historique ou le renforcement. On a développé aussi un nouveau type de template de page pour venir soutenir un peu cette notion de taxonomie qui avait été évoquée sur Radio France, parce que on a vraiment cette notion de travailler une thématique en profondeur. Après, on a aussi beaucoup de repasses sur le maillage interne. On avait essayé aussi un outil pour détecter des opportunités en fonction du contexte sémantique, mais avec le WordPress, il y avait quand même une petite latence, une limite au fait qu'on soit découpé avec 50 WordPress. Ouais, c'était Link Whisper, je crois. Ouais, c'est ça. Et vu qu'on était multi-WordPress, en fait, ça s'appliquait à une verticale, ou même un type de contenu dans la verticale. Donc on ne pouvait pas utiliser ce plugin-là tout de suite. D'autres raisons de migration. Ouais. Et après, je pense que là, comme disait Anthony, un peu sur la question d'IA et tout ça, il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que nos rédacteurs sont très autonomes et on les forme beaucoup au maillage interne. Donc, dans nos briefs, en général, on précise les encres, mais nos rédacteurs ont aussi cet œil de vigilance que nous, on n'a pas forcément le temps de faire parce que parfois, il faut y aller en mode fourmi et aller chercher les trucs qui nous intéressent. Et deux, il y a aussi des tests, je pense, qui vont être testés en automatisation pour un peu automatiser cette brique-là. Après, donc ça, c'est d'un point de vue sémantique. Après, via OnCrawl notamment, on peut voir le nombre de links vers une page. Si on sait que cette page-là est vraiment importante d'un point de business, mais qu'elle a un delta de liens internes,
on peut se dire, OK, sur cette thématique, je peux identifier les pages qui parlent de ça et faire un lien vers cette page-là. Bon, merci beaucoup Merci à pour cette conférence.